genre. Alors, comme vous le voyez avec les quelques ouvrages qui ont été présentés, je me suis intéressé à pas mal de sujets différents au cours de ma vie, à la fois administrative, je fais aussi du journalisme, et puis parallèlement à ça, j'ai toujours eu des activités, on va dire, académiques dans les revues, aussi bien les revues Cato que la revue Esprit. Bon. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes faits et gestes. Je suis là pour vous parler du sujet de mon dernier ouvrage, qui est très exactement le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire en quoi est-ce que la pensée de Girard nous permet de renouveler notre intelligence du christianisme, ce que je crois très profondément. Alors, pour commencer, alors je ne sais pas, peut-être pour voir à qui je parle, quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà lu quelque chose de René Girard? D'accord. Bon. Donc, une moitié en est. Voilà. Alors, donc, je rappelle, donc je vais commencer par présenter rapidement le parcours intellectuel et spirituel de René Girard, et ensuite je vais rentrer dans les éléments de sa pensée qui sont peut-être les plus importants par rapport à ce qu'on peut appeler l'intelligence de la foi chrétienne. Enfin, en tout cas, moi, je peux dire que c'est une pensée qui a renouvelé assez profondément ma compréhension du message chrétien. Alors, René Girard est né en Avignon, comme on dit, le jour de Noël 1923. Il a fait des études d'archiviste à l'école des Chartes. Il est entré en 1943. Et très vite ensuite, pour diverses raisons, parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa place du point de vue professionnel en France, et puis aussi pour des raisons peut-être plus profondes de conflit avec l'intelligentsia française, il a saisi l'occasion de partir enseigner aux États-Unis, où il est resté jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il a fait toute sa carrière universitaire dans différentes universités américaines, avant de se fixer à Stanford en 1981, et il s'est marié aux États-Unis en 1951, il a fondé une famille aux États-Unis. Alors il est revenu un peu en France à la fin de sa vie, puisqu'il a été intégré à l'Académie française. Je crois que c'était en 2005, on va dire. Oui, en 2005, voilà. Donc, à cette occasion-là, il est un peu plus revenu faire des choses en France. Cela dit, il a écrit à une exception près, il a écrit tous ses livres en français. Donc, il appartient au monde de la vie intellectuelle française. Alors, la grande particularité de René Girard, de son itinéraire intellectuel et spirituel, c'est que c'est un exemple unique d'imbrication étroite entre une réflexion intellectuelle et un cheminement spirituel. Puisqu'il a toujours dit, les deux choses ont été étroitement mêlées, et en particulier, ce qui est assez remarquable, il s'est reconverti, puisqu'il avait été élevé dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, mais il s'était assez sensiblement éloigné du catholicisme dans sa jeunesse. Et il y est revenu en écrivant un texte sur la notion de conversion. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de son premier ouvrage, Mensonges romantiques et vérités romanesques, sur lesquels je reviendrai dans un instant, qui est une étude sur le désir mimétique à travers
grands romans de Cervantes, de Proust, de Stendhal, de Flaubert, de Dostoïevski. Et à un moment donné, il fait une analyse des conclusions de tous ces grands romans sur le désir, et il y voit une structure qu'il interprète comme une forme de conversion, et que lui-même interprète comme faisant signe vers son propre cheminement de retour au catholicisme. Alors c'est d'autant plus remarquable et étonnant que parmi les auteurs qu'il cite, un certain nombre sont bel et bien des chrétiens qui effectivement, dans la conclusion de certains de leurs romans, abordent le thème de la conversion en termes explicitement spirituels. Mais par ailleurs, si on parle de Proust ou de Stendhal, par exemple, le cheminement de l'auteur et du héros qu'il met en scène est interprété par Girard en termes de conversion, parce qu'il y voit des éléments structurels qui rapprochent ce qu'il appelle la conversion romanesque et la conversion chrétienne. Ce rapprochement, c'est précisément que les auteurs en question sont pris d'un accès de lucidité sur le désir humain. C'est-à-dire ils prennent conscience, à travers leur héros, de la vanité du désir et du caractère mimétique du désir. Prenons l'exemple de Stendhal avec son héros Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir. À la fin du roman Le Rouge et le Noir, Julien Sorel connaît d'ailleurs une quasi-conversion, si on veut, et en tout cas prend conscience du caractère pathologique et pervers de sa fascination pour Napoléon et de ses ambitions de gloire et des effets pervers que cela a eu sur ses relations avec les autres. Et il entreprend un processus de réconciliation, de réconciliation avec lui-même et de réconciliation avec les autres. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette histoire ce cheminement de Girard vers la conversion, la façon dont il imbrique en quelque sorte sa découverte anthropologique et son cheminement spirituel, c'est tout à fait typique de toute l'œuvre de Girard, qui est un cas vraiment unique de ce qu'on pourrait appeler une herméneutique croisée. C'est-à-dire, Girard élabore une grille d'interprétation de la littérature, de la culture et des phénomènes anthropologiques qui lui permettent d'interpréter un très grand nombre de récits, de mythes, de phénomènes culturels, de phénomènes religieux, etc. Mais cette grille, en fait, on s'aperçoit qu'elle est très imprégnée de christianisme. Et inversement, sa lecture des textes bibliques est évidemment très imprégnée de ces découvertes anthropologiques. Alors on peut y voir une espèce de cercle vicieux, mais comme je le montrerai, cette herméneutique croisée se justifie par sa fécondité, par la quantité de choses qu'elle permet de comprendre, de découvrir, les rapprochements qu'elle permet d'effectuer entre de nombreux textes et de nombreux faits un peu mystérieux. C'est par sa fécondité qu'on peut justifier cette imbrication qui, d'une certaine manière, pour les puristes de la théorie de la science, effectivement, sent un peu le roussi. Alors, le système, maintenant je vais présenter très rapidement le système girardien, enfin les grandes découvertes de Girard, les grands axes de sa pensée. Et en fait, les trois étages de la fusée
que constitue la pensée girardienne correspondent à ces trois premiers grands livres. Donc le premier grand livre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, paru en 1961, qui est centré donc sur la question du désir et qui est un livre, un ouvrage qui se présente comme un ouvrage de critique littéraire, c'est-à-dire c'est un ouvrage consacré au roman européen depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Le second ouvrage, lui, est consacré à la question de la violence et de l'origine du religieux, donc éclaire la question de l'origine de la culture à travers la question de la violence. Donc c'est La violence et le sacré en 1972, un livre qui a eu un assez grand retentissement. Et enfin, en 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde, qui est en quelque sorte l'application des outils de la pensée girardienne à la lecture des textes bibliques et du Nouveau Testament. Ces trois livres ont eu chacun un impact assez important, et on peut dire qu'après ces trois livres, Girard a continué à creuser son sillon, à écrire des livres qui ont eu d'ailleurs un caractère de plus en plus apologétique, de plus en plus nettement axé sur l'apologétique chrétienne, mais on peut dire qu'en gros, les principaux éléments du système étaient en place en 1978. Alors, le premier étage de la pensée girardienne, c'est donc la théorie du désir mimétique. Alors, Girard n'est pas le premier auteur à avoir parlé du mimétisme, de l'imitation. Déjà, Aristote avait observé que l'homme est le plus mimétique de tous les animaux, c'est-à-dire que l'homme a une capacité à apprendre et à vivre en copiant et en imitant les autres. Plus près de nous, il y a eu un sociologue, Gabriel Tarde, qui avait fait au XIXe siècle une théorie sociale de l'imitation. Mais l'originalité de Girard, c'est d'avoir mis la focale en quelque sorte sur la question du désir, en disant on ne se contente pas d'imiter les habitudes, les mœurs, etc. Ce qui est le plus fondamental, c'est que l'homme n'est pas autonome sur le plan du désir. Bien sûr, dans le désir, il y a des éléments objectaux, comme on dit, c'est-à-dire des éléments qui relèvent de pulsions objectives, de besoins objectifs, la faim, le désir sexuel, etc., les pulsions sexuelles. Mais pour Girard, le désir humain, ce qui fait la différence entre le désir humain et les pulsions animales, c'est son caractère médiatisé, c'est-à-dire dans ce qui fait la violence et la richesse du désir humain, c'est qu'il est toujours lié aux relations avec autrui. Il y a toujours entre nous et l'objet, il y a l'autre qui intervient et qui médiatise notre relation à l'objet et qui le rend encore plus fort et encore plus violent. Plutôt que de donner beaucoup d'exemples, je donnerai un exemple très personnel, ça me permettra d'en parler de façon plus précise pour illustrer ce qu'est le désir mimétique et jusqu'où ça va se nicher en quelque sorte. Je vais prendre un exemple tout à fait anodin. Il se trouve que je fais de la montagne et que l'été, depuis des années, je vais dans les Alpes et j'ai une espèce d'obsession, comme beaucoup de gens ont des obsessions. Moi, mon obsession, c'était de faire des sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Je voulais avoir fait le plus grand nombre possible de sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Chacun ses dadas. Et après avoir lu Girard, j'ai découvert d'où ça venait. C'est que quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, à l'âge de 10 ans, mes frères étaient allés dans une colonie de vacances, avec un prêtre d'ailleurs, et qui chaque année
faisait gravir la colonie ça va être plus de 3000. Et l'année où j'ai été assez grand pour aller dans cette colonie, tout le monde disait, tu vas voir, c'est vachement bien le 3000, on met une aide de soleil, il y a de la neige et tout. Et le jour où on a dû faire 3000, il faisait mauvais temps, on n'a pas pu aller au sommet. Et j'ai été pris d'une frustration parce que mes frères m'avaient fait tellement envie avec ça. Et bon, voilà, je ne développe pas plus. C'est un exemple parmi plein d'autres qui font que quand on analyse un peu beaucoup de nos obsessions, nos désirs, nos frustrations, on voit qu'elles sont étroitement liées à la médiation d'autrui, à l'envie, à la jalousie. Voilà. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr que le désir mimétique est étroitement lié à la rivalité, c'est-à-dire que c'est un désir qui, par nature... Alors, petite précaution, il faut bien dire que le mimétisme, c'est absolument essentiel pour la vie sociale, parce que c'est aussi grâce au... Enfin, le caractère mimétique du fonctionnement de l'être humain le rend aussi capable d'empathie, de compassion, de curiosité, de s'intéresser aux autres. Bref, notre nature, ce qui fait de l'être humain un être capable de vivre en société est profondément lié au mimétisme, et c'est une réalité que les neurologues ont approfondie ces dernières années grâce à la découverte des neurones miroirs, qui sont des neurones qui s'activent dans notre cerveau et qui s'activent de manière identique quand nous projetons de faire une action, par exemple de prendre quelque chose, de faire un geste, de manger, etc. Et quand nous voyons quelqu'un le faire et que nous projetons dans quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Donc, pour les neurologues, c'est le substrat de la capacité qu'a l'être humain de se mettre dans la peau des autres, que ce soit en termes de compassion, d'imitation, de capacité à faire les mêmes gestes, mais aussi d'intériorisation du désir de l'autre et d'appropriation du désir de l'autre. Et donc, la grande découverte de Girard, c'est que ce caractère mimétique du désir humain est à la source de la violence humaine. C'est-à-dire que la violence humaine, certes, il y a une violence qui est, on peut dire, purement utilitaire, prédatrice, etc. Mais pour Girard, fondamentalement, la violence humaine est liée à la rivalité, au fait que nous désirons les mêmes choses, que nous sommes des êtres mimétiques. Alors, troisième, alors ça c'est donc ça, dans La violence et le sacré, dans son deuxième grand livre, Girard donc prend appui sur la théorie du désir mimétique pour montrer que les premières communautés humaines, les premiers groupes humains, quand les proto-humains en quelque sorte ont commencé à se regrouper dans des sociétés comprenant des dizaines ou des centaines d'individus, la question de la régulation du désir mimétique et des rivalités s'est posée de manière cruciale. Et il fait l'hypothèse qu'un certain nombre de communautés se sont autodétruites suite à un déchaînement de violence lié à la rivalité généralisée. Voilà. Et alors Girard montre notamment que chez les animaux, ça ne se produit pas parce qu'il y a des mécanismes instinctuels qui favorisent la mise en place de schémas de dominance. Par exemple, chez les loups, il peut y avoir des affrontements, mais quand le mâle le plus costaud impose impose sa loi et les autres se soumettent. Donc ça limite en quelque sorte la violence intraspécifique. Et Girard montre qu'à un moment donné, chez les êtres humains, ça n'a plus fonctionné pour des tas de raisons. La taille de notre cerveau, le fait que même un individu malingre est capable de tuer quelqu'un de costaud en s'emparant
par la ruse et grâce à des outils. Enfin, il montre que comme ça, il n'y a pas chez les humains des mécanismes purement instinctuels de régulation de la violence. Et que la violence est parfaitement capable de devenir explosive et totalement destructrice. Et son hypothèse, c'est que les premiers groupes humains ont surmonté de cette difficulté en découvrant de manière empirique le mécanisme victimaire, c'est-à-dire le mécanisme par lequel un groupe est capable de retrouver son unité au détriment d'une victime unique qui est mise à mort, qui est lynchée ou qui est expulsée et qui cristallise en quelque sorte l'agressivité du groupe. Alors, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que nous connaissons tous. La façon dont les groupes utilisent les boucs émissaires pour conforter leur propre unité, c'est le b.a.-ba de la politique, et je dirais que c'est même quelque chose que nous connaissons tous. Par exemple, quand dans un groupe d'amis au restaurant ou ailleurs, la conversation prend un tour beaucoup plus chaleureux quand on s'est trouvé un ennemi commun ou quelqu'un qu'on peut tourner en ridicule, même s'il n'est pas là, parce que c'est quand même, il n'y a rien de mieux pour se sentir bien, quoi. Et c'est tout simplement ce mécanisme qui a été découvert de façon beaucoup plus violente et dont Girard montre qu'il a été ensuite au fondement de la culture. C'est là où vraiment Girard fait une hypothèse d'une audace vraiment extraordinaire, c'est qu'il pose, et ensuite il le démontre, il détaille avec des arguments qui sont quand même extrêmement sérieux, il pose que ce mécanisme a été au fondement de la culture. Donc la culture humaine a un fondement meurtrier, c'est-à-dire les hommes ont inventé les institutions, la religion, le sacré, en symbolisant en quelque sorte et en institutionnalisant le processus victimaire à travers les sacrifices. Donc pour Girard, l'institution du sacrifice est absolument fondamentale comme répétition institutionnalisée du processus d'expulsion de la violence à travers la mise à mort d'une victime. Bon. Et donc, c'est l'élément fondateur de la culture. Après, Girard montre également que d'autres éléments des religions, du sacré archaïque, si on veut, comme les tabous, par exemple, s'expliquent aussi comme des mécanismes d'évitement de la violence mimétique. Bref, il montre que la première raison d'être des innovations culturelles qui sont constitutives du processus d'hominisation sont liées au contrôle de la violence mimétique. Alors, pour étayer ça, Girard s'appuie évidemment sur l'analyse, sur l'ethnologie, sur toute la littérature ethnologique, sur la description des religions primitives, des rituels sacrificiels, etc. Et il s'appuie aussi sur son analyse des mythes d'origine. Et c'est là où vraiment il y a une audace chez Girard extraordinaire et une capacité à faire parler les textes. C'est-à-dire, il a montré, en reprenant y compris des textes analysés par Lévi-Strauss, dont il a beaucoup critiqué d'ailleurs les interprétations, disant qu'il était complètement passé à côté du fait que ces textes que Lévi-Strauss a analysés purement comme des créations gratuites de l'esprit humain pour, en quelque sorte, faire jouer un peu la capacité de symbolisation et les capacités du langage, pour Girard, le symbolique ne s'explique pas par lui-même. Le symbolique a pris naissance dans cet élément de rupture qui a été le mécanisme victimaire, qui a provoqué en quelque sorte l'apparition d'une différence symbolique
tout à fait nouvelle, et cette différence symbolique, c'est le fait que la victime devient quelque chose de tout à fait particulier au sein du groupe. C'est une signification commune au sein d'un groupe qui est d'une nature complètement différente des éléments que les cerveaux animaux manipulent ordinairement pour vivre, se reproduire, enfin, les routines de la vie biologique, si on veut. Et là, le phénomène victimaire fait apparaître un élément complètement nouveau, et c'est cet élément-là qui est l'élément de cristallisation initial, si on veut, autour duquel le monde symbolique va prendre naissance. Alors, tout ça peut apparaître extrêmement audacieux, mais évidemment, Girard, dans ses livres, montre des étapes. Il montre qu'on peut identifier effectivement les étapes de ce processus. À quel moment est-ce que, par exemple, les institutions sacrificielles ont été complétées par l'institution judiciaire, qui à bien des égards répète, est un calque du sacrifice, est un mécanisme d'expulsion de la violence. Il montre que l'institution royale elle-même, c'est-à-dire le fait d'avoir un roi qui domine et qui régule en quelque sorte, qui symbolise l'unité du groupe, est issu du sacrifice. Il a des arguments tout à fait étonnants pour montrer que les premiers rois étaient des sacrifiés qui ont échappé au sacrifice et qui sont devenus, qui ont pris un pouvoir magique en quelque sorte sur le groupe. Bon, je ne peux pas rendre tout ça très vraisemblable en si peu de temps. Ce que Girard montre, c'est qu'il y a toute une continuité entre les mythes d'origine et puis les processus plus connus, plus documentés sur le plan historique, que sont les lynchages, la chasse aux sorcières, etc., les pogroms, les massacres de juifs pendant les épidémies de peste, etc. Et Girard donc montre qu'il y a tout un continuum. Alors, il y a un texte très très étonnant, je vais vous lire quand même, parce que c'est vraiment un texte magnifique qui est terrifiant d'ailleurs, mais qui permet d'illustrer la pensée de Girard.